مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la puissance des États-Unis aujourd'hui. En fait, lorsque nous traitons de questions internationales qui concernent l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, on dit toujours que les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'autrefois. Nous avons vécu un échec en Irak et en Afghanistan. En outre, notre pays est divisé comme jamais et de plus en plus isolé. Par ailleurs, la Chine est devenue une grande puissance économique et militaire et les États-Unis sont confrontés aux multiples défis posés par la Russie au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Dans ce contexte, les petits États d'Asie et du Moyen-Orient refusent de prendre parti pour l'une ou l'autre de ces puissances et essaient plutôt de collaborer avec tous les acteurs. Il y a un terme utilisé par les experts en relations internationales qui est la multipolarité. Cela signifie que plusieurs pays ont le pouvoir de décider et trancher concernant les grands événements qui bouleversent la planète. Pendant la guerre froide, le monde était bipolaire, divisé en deux blocs menés par les États-Unis et l'Union soviétique. Puis à partir des années 90 et jusqu'à récemment, le monde est devenu unipolaire, avec les États-Unis seuls capables d'exercer une influence mondiale dans tous les domaines. Cependant, nous vivons aujourd'hui la même situation qu'avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde était multipolaire et dominé par les États-Unis, les puissances du vieux continent, Grande-Bretagne, France, Russie, Allemagne, sans oublier l'Empire du Japon. Une période où des alliances changeantes ont conduit à des conflits dévastateurs entre ces grandes puissances jusqu'en 1945. Alors, quelle appellation correspond au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Unipolaire, bipolaire ou multipolaire? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts en relations internationales. Notre premier invité est le Dr Stephen Cook, chercheur principal sur les affaires du Moyen-Orient et d'Afrique à l'Institut de relations internationales. Il est expert des politiques arabes et turques et de la politique étrangère américaine. Il est également l'auteur du livre False Dawn Protest, Democracy and Violence in the Middle East. Et il s'apprête à publier un nouvel essai intitulé The End of Ambition, America's Past, Present and Future in the Middle East. Monsieur Stephen Cook est aussi chroniqueur pour le magazine Foreign Policy Affairs. Nous avons également parmi nous aujourd'hui le Dr Edmond Gharib, professeur universitaire et écrivain sur les questions du Moyen-Orient. Il a été professeur à l'université de Georgetown et à l'université américaine où il dirigeait le laboratoire de recherche sur le Moyen-Orient. Soyez les bienvenus parmi nous, messieurs. Nous commencerons la discussion comme à l'accoutumée avec notre chroniqueur George Landwitz. George, vous avez vécu la fin de la guerre froide. Pouvez-vous comparer l'état du monde d'aujourd'hui avec ce qu'il était à cette époque? Pensez-vous que notre monde d'aujourd'hui est plus sûr ou sommes-nous entrés dans une ère plus dangereuse? Une très bonne question de votre part, comme c'était toujours le cas. Alors, en vertu de mon expérience pendant la phase de la guerre froide, nous assistions à des exercices et des préparatifs dans les maisons et les écoles pour une éventuelle attaque soviétique. Mais après la chute du régime soviétique, je n'imaginais pas que les choses seraient plus dangereuses à l'avenir qu'ils ne l'étaient alors. Mais malheureusement, je les vois aujourd'hui comme plus dangereuses. Nous n'avons pas seulement un rival féroce comme la Chine, car en plus d'avoir des armes nucléaires, des armes plus sophistiquées et des forces navales puissantes, la Chine dispose d'une économie forte et de solides capacités industrielles qui détiennent le reste du monde en tant que consommateurs, ce que n'était pas le cas avec l'Union soviétique. Ensuite, nous avons la Corée du Nord sous la présidence d'un dirigeant téméraire doté d'armes nucléaires. Il y a aussi l'Iran qui est dirigé par un régime totalitaire et qui n'est qu'à quelques semaines ou peut-être quelques mois de fabriquer une bombe nucléaire.
And then, of course, you have our energy policies and economic policies that have hampered our economy and our national security capabilities. En outre, il y a notre politique énergétique et économique qui endigue notre économie et notre sécurité nationale. Ainsi, une économie nationale forte et une structure industrielle puissante ont été l'une des raisons de notre victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et de notre transformation ultérieure en une superpuissance mondiale. Même dans un monde multipolaire, notre industrie et notre économie sont toujours très importantes pour défendre nos intérêts nationaux. Mais en général, je ne suis pas sûr que nous soyons entrés dans la phase de multipolarité, mais nous ne vivons certainement plus dans un monde unipolaire. Nous entrons peut-être dans la bipolarité, mais ce qui m'inquiète, c'est que notre approche progresse vers la multipolarité dans le monde, mettra d'autres superpuissances commandes malgré leur hostilité à la liberté et à la démocratie. Bien, je me tourne à présent vers notre invité Stephen Cook. Stephen, vous avez étudié les relations internationales et vos recherches s'articulent autour de la politique étrangère américaine. J'aimerais avoir votre avis sur ce que deux universitaires ont récemment écrit dans Foreign Policy Affairs. Je les cite. Il n'y a peut-être pas de vérité plus largement acceptée dans le monde d'aujourd'hui que l'idée qu'il n'est plus unipolaire, mais cette vision est erronée, car le monde n'est ni bipolaire ni multipolaire et il n'est pas prêt de le devenir non plus. Fin de citation. Êtes-vous d'accord ou non avec cette vision et pourquoi? It's a very interesting question, and it really gets to what George was saying about the changes in the international system. Antonio Gramsci, the great Italian C'est une question très intéressante car elle nous renvoie à ce que Georges disait à propos des changements dans l'ordre mondial. Le théoricien politique italien Antonio Gramsci a parlé d'un système qui se meurt et d'un autre qui naîtra, mais ce dernier n'a pas encore été né. Je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, l'idée des deux universitaires dont vous venez de parler, c'est que les États-Unis sont toujours la puissance dominante dans la région. Si vous regardez de près leur puissance économique et militaire et ce que les États-Unis peuvent fournir, les États-Unis, tout d'abord, sont le pays dépensant le plus pour sa défense. Regardons comment les États-Unis ont réussi à mobiliser une coalition occidentale pour faire face à l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, la Chine est une puissance ambitieuse et croissante dans la région et dans le monde, qui ne cesse de jouer un rôle plus actif concernant les investissements et la construction d'infrastructures partout dans le monde. Dans la partie du monde que je connais le mieux, le Moyen-Orient, on ne trouve pas les États-Unis mobilisant facilement leurs alliés comme ils l'ont fait en pleine guerre froide, lorsque la bipolarité s'est propagée. Ils ne dirigent même pas les événements comme c'était le cas dans les années entre 1991 et jusqu'en 2011 dans un pôle mondial unipolaire. Nous avons vu comment ces pays ne cessent d'élargir leurs relations avec la Chine et la Russie. Ainsi, nous pouvons réaliser dans les décennies suivantes que nous vivons dans un monde multipolaire. Mais une partie du problème, en particulier au Moyen-Orient, est que les États-Unis veulent diriger les événements du monde et nous avons parlé à plusieurs reprises ici à Washington sur le fait que nous avons réduit notre attention sur la région, ce qui a donné à la Chine et à la Russie l'occasion de mettre les pieds et d'aller de l'avant avec leurs plans et d'étendre leur influence dans cette région. Edmond, il y a un terme autre que multipolarité utilisé par certains pour décrire la répartition de l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Et c'est un peu proche de ce que Stephen est en train de décrire. Ce terme est partiellement unipolaire. Cela signifie que les relations entre les puissances ont changé et que les États-Unis ne jouissent plus du statut de superpuissance tel qu'après la fin de la guerre froide. Mais il n'y a pas un seul pays qui puisse aujourd'hui rivaliser avec la puissance économique, militaire et technologique américaine. Et cela est valable pour les décennies à venir, car tout le monde parle de la Chine, bien que son économie soit loin derrière la nôtre et que son armée et sa technologie militaire sont encore loin de faire le poids devant la puissance militaire américaine. Alors, parlez-nous de ce concept partiellement unipolaire. S'agit-il d'une description plus précise du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui par rapport au terme multipolaire?
Mes opinions sont proches de celles de Steven. Je pense que le monde ne cesse de changer. Il y a beaucoup de transformations qui se produisent et qu'il y a également un remodelage du monde. Et nous ne savons pas à quoi ressemblera le monde à la fin. Cependant, nous sommes conscients de l'émergence de la Chine et du retour de la Russie comme un acteur majeur sur la scène mondiale. Il joue un rôle majeur que nous avons vu récemment dans un certain nombre de régions. Par exemple, le Honduras a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la Chine et de les rompre avec Taïwan. C'est surprenant lorsqu'un petit pays d'Amérique latine qui fait partie d'un petit nombre de pays qui reconnaissent Taïwan décide de retirer sa reconnaissance. Comme nous l'avons vu, la Chine est devenue un acteur majeur au Moyen-Orient et parvient à trouver un accord de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ces derniers qui ont été en profond désaccord pendant de nombreuses années. Il s'agit vraiment d'une évolution très fondamentale parce que les États-Unis ont essayé cela, mais ils n'y sont pas parvenus. En outre, l'émergence d'une nouvelle puissance économique, qui est le groupe BRICS, a commencé à jouer un rôle majeur dans sa contestation du dollar américain, dont la domination dans les transactions internationales est très importante, car une telle domination a aidé les États-Unis à son rôle dans un monde bipolaire pendant des décennies. Donc, ce que nous avons vu pendant cette période, c'est que le monde change, mais il y a un déni américain par rapport à ce changement. Je suis également d'accord avec le point que vous avez soulevé, à savoir que les États-Unis sont toujours le seul pays qui a maintenu sa position de pays le plus puissant du monde sur les plans économiques, militaires et dans une certaine mesure politique. Mais il est également clair que les États-Unis ont peut-être atteint le summum, à moins qu'ils introduisent des réformes majeures dans la manière dont ils mènent leur politique étrangère et travaillent pour servir leurs intérêts. Bien, nous allons faire maintenant une courte pause et directement après, nous discuterons des changements que nous pouvons attendre des États-Unis et de la manière dont nous allons les gérer dans un monde en mutation. Restez avec nous. مشاهدينا الكرام, welcome back to Mal Maghreb in Washington, where today we're discussing Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la puissance américaine et le nouvel ordre mondial. Steven, Edmond a parlé d'une question importante qui est l'émergence de nouveaux blocs face au soi-disant déclin des États-Unis. Vous avez écrit, et d'autres également, sur les enjeux géostratégiques au Moyen-Orient, où des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont convaincus que les États-Unis ne veulent plus s'impliquer dans les conflits au Moyen-Orient. Et par conséquent, ces pays ont commencé à développer des relations plus étroites avec la Chine, la Russie et d'autres puissances pour défendre leurs intérêts. Ainsi, les États du Golfe et l'Égypte souhaitent rejoindre les groupes BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai dirigée par la Chine. Alors, pouvez-vous nous parler de ces nouvelles orientations? Annoncent-elles un changement dans l'équilibre international des pouvoirs? I think it does signal a shift in the international balance of power, and I think that the fact that Je pense que cela se produit et indique un changement dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Oui, il est vrai que les partenaires traditionnels des États-Unis dans la région, et pas seulement l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis ou la Turquie, mais même l'Égypte et Israël, qui ont reçu la plus grande partie de l'aide étrangère américaine pendant des décennies, ont commencé à renforcer leurs liens avec des pays comme la Russie et la Chine. De ce fait, je pense que cela est la preuve que ces pays se détournent des États-Unis pour certaines raisons, et je pense que la volonté des Saoudiens et des Égyptiens de rejoindre les BRICS montre qu'ils veulent équilibrer leurs relations et montre que la période d'hégémonie américaine au Moyen-Orient entre dans sa phase finale. Cela est dû en partie à deux choses.
Premièrement, la volonté des États-Unis d'élargir les horizons de leur politique étrangère pour y inclure d'autres défis et opportunités pour eux dans le monde. Et deuxièmement, en raison de la multiplicité des erreurs de la politique américaine au Moyen-Orient. En fait, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe voient comment les États-Unis, à travers divers mandats présidentiels, ont abandonné leur engagement à assurer la stabilité et la sécurité dans la région en faveur de l'Iran. Je crois que la Russie et la Chine ont profité de la perte de confiance de plusieurs pays dans les intentions américaines et de la volonté de Washington de se distancer de la région. Il y a aussi un problème local ici aux États-Unis, c'est qu'avec la présence d'une polarisation profonde dans le système politique américain, qui a poussé Edmond Gharib à exiger une réforme politique de celui-ci, il n'est plus possible de trouver un consensus global sur la politique étrangère américaine. Cela nécessite donc une réforme politique, car la profonde polarisation politique se reflète dans la politique étrangère américaine. Existe-t-il un accord nucléaire avec l'Iran? Les États-Unis reviendront-ils vers cet accord? Les États-Unis sont-ils toujours attachés à la sécurité du Moyen-Orient ou pas? Personne ne le sait. En conséquence, les pays de la région ont cherché d'autres partenaires qui n'ont pas encore été en mesure de remplacer les États-Unis. Mais à bien des égards, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Union européenne sont devenus plus attractifs pour la région du Moyen-Orient. Permettez-moi d'ajouter à notre discussion une nouvelle idée qui est le mélange de pôles dispersés qui définit la concurrence entre de nombreux pôles, quelque chose de similaire au non-alignement. Edmond, je pense que la combinaison des pôles dispersés relève de la pure fantaisie pour deux raisons. La première est que des groupes comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai ne sont pas assez forts pour tenir tête aux grandes alliances comme l'OTAN, le groupe des 7 et le groupe des 20. Deuxièmement, comme l'a dit un expert, la Chine et la Russie n'ont pas d'alliés. Elles ont des clients. Êtes-vous d'accord ou non avec cette vision, Edmond? C'est une très bonne question, mais je pense qu'il est trop tôt pour y répondre. Sans aucun doute, au cours des 2 dernières décennies, comme je l'ai vu dans une étude menée par une sous-commission du Comité des affaires étrangères du Congrès, nous avons constaté que les États-Unis perdaient leur place dans le monde. C'était en 2008 et le Pew Research Center a mené une étude qui a montré un grand nombre de pays dans le monde, notamment au Sud, estiment que les États-Unis ne sont plus un leader mondial et qu'ils ne servent plus les intérêts de leurs alliés. Dans certains de ces pays, le taux d'approbation des États-Unis est passé de 81% à 36%. Et le chef de Pew Research Center à l'époque a été étonné, affirmant qu'il s'agissait du plus grand changement majeur en un quart de siècle. Et par conséquent, je pense que certaines des erreurs commises par les États-Unis, et elles sont nombreuses, dont l'une remonte à l'époque de George Kennan et de l'ambassadeur Malloch, qui s'opposaient à l'élargissement de l'OTAN à l'Est, comme ils l'ont dit à l'époque, que cela pousserait la Russie dans les bras de la Chine pour une alliance contre l'Occident. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Car cela a conduit à un rapprochement étroit entre la Russie et la Chine. En fait, l'erreur dans les calculs américains a conduit à des interventions militaires américaines dans le monde entier. D'ailleurs, on se souvient ici de l'effondrement des empires, que ce soit les empires sumériens, perses, romans, ottomans et même britanniques. Ils se sont tous effondrés à cause de la corruption, de l'expansion coloniale et des interventions militaires, et parce qu'ils ont perdu le soutien et l'amour du peuple. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Oui, il s'agit d'un pays technologiquement avancé qui attire des gens de partout dans le monde. Mais les États-Unis devraient se concentrer sur l'éducation, un secteur qui souffre énormément.
En plus de la polarisation politique dont nous avons parlé, l'inflation nuit le pouvoir d'achat du peuple américain. Et par conséquent, toutes ces questions doivent être résolues si les États-Unis veulent revenir ou rester le pays le plus puissant du monde. Steve, I want to come. Thank you, Edmond. That was very eloquent. I want to return to something you said earlier, which was about. Merci Edmond. Steven, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt au sujet de la polarisation et de l'incapacité des États-Unis de définir et de défendre leurs intérêts. Je voudrais également rappeler ce qu'Edmond et George ont dit, à savoir que les États-Unis sont en déclin économique. En supposant que les États-Unis ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient auparavant, aucun pays ou groupe de pays ne peut rivaliser militairement, économiquement ou technologiquement. Et je suis plus que sûr que l'alliance sino-russe ne résistera pas longtemps, car leur relation n'est pas basée sur des échanges et la liberté de circulation entre leurs peuples ou quelque chose qui puisse leur apporter de réels avantages. Ma question est la suivante. Comment les Américains souhaitent-ils exercer le pouvoir dont ils disposent? Et vous l'avez mentionné précédemment, dans quelle mesure les États-Unis peuvent-ils indiquer les manœuvres de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient? C'est une excellente question et je pense que vous avez raison de dire que les relations sino-russes ont des limites. En fait, les ambitions et les capacités de la Chine sont illimitées alors que la puissance de la Russie est petite, d'autant plus que son économie ressemble à celle de l'État de New York ou d'un pays européen comme l'Espagne. Ainsi, il y a des limites à la Russie. Cette dernière a pu largement tirer parti des problèmes des États-Unis à son avantage et bon nombre de ces problèmes proviennent de la politique intérieure des États-Unis, comme l'a souligné Edmond Raleigh. Cela nous amène à nous demander quand les États-Unis peuvent être prêts à utiliser la force et quand pourra-t-on mettre fin à la polarisation qui empêche les États-Unis de s'entendre sur leurs intérêts stratégiques. Alors qu'une partie des Américains a salué, et je pense qu'ils ont raison, la mobilisation par l'administration Biden des pays occidentaux pour faire face à l'agression russe contre l'Ukraine, il y a une grande partie de la classe politique et des Américains qui ne voient pas la mobilisation contre l'agression russe comme un intérêt national américain. Mais je pense que la stabilité et le bien-être économique en Europe sont très importants pour les États-Unis, mais cela montre que même lorsque nous voulons utiliser la force, nous voyons que nous sommes profondément polarisés à ce sujet et nous le voyons partout dans le monde. Edmond, nous avons parlé des États-Unis. Maintenant, j'aimerais parler de pays comme le Maroc, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nous avons également parlé de ce qu'était le monde dans les années 90, mais ces pays ne sont plus ce qu'ils étaient alors. Ils ont une plus grande confiance et des capacités économiques, militaires et technologiques élevées. Alors comment cela affecte-t-il le nouvel ordre mondial et les États-Unis en tant que superpuissance? Absolutely. I think this is a very important point because these countries want to play a role now, both on the regional level and if they can, some of them may dream of it, of course. Je pense que c'est un point très important. En fait, ces pays veulent jouer aujourd'hui un rôle tant au niveau régional qu'au niveau international. Ils sentent qu'ils sont dignes en fait de cette multipolarité. Je parlais avec l'un des diplomates du Golfe. Il m'a dit la déclaration suivante, je cite, « Nous avons constaté qu'il est dans notre intérêt national aujourd'hui de traiter avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et les États-Unis. » Fin de citation. Ces mêmes mots ont été répétés par l'ambassadeur du Nigeria aux États-Unis lors du sommet de l'Afrique à Washington, lorsqu'il a dit « Nous préférions avoir plusieurs costumes plutôt qu'un seul ». Donc, de ce fait, je pense qu'il est temps de réévaluer et de réfléchir ici, parce que certaines des décisions que les États-Unis ont prises
ont entraîné des réactions comme celle du président français Emmanuel Macron. From somebody like Macron. I'm going to have to stop you there, Edmond. Edmond, malheureusement, le temps nous est compté et je voudrais vous remercier pour cette participation fructueuse et utile. Ce fut une très bonne discussion et je voudrais ajouter ici un point. Ma vision est cohérente avec ce qu'a dit le docteur Harib. Nous ne sommes pas dans un système unipolaire et nous ne vivons pas dans une multipolarité totale, mais plutôt dans une nouvelle phase de polarité avec une superpuissance, les États-Unis, deux puissances opportunistes, la Chine et la Russie, qui ne peuvent pas défier les États-Unis, et enfin des pays comme nos amis au Moyen-Orient qui ont des aspirations qu'ils veulent réaliser. Les États-Unis doivent gérer tout cela de manière responsable et fructueuse afin de promouvoir un monde qui corresponde aux aspirations de nos alliés en termes de stabilité et d'économie, permettant aux pays de travailler ensemble pour leurs intérêts communs. J'aimerais que cela soit la vision des décideurs américains, mais comme l'a dit Steven, ne retenez pas votre souffle. Je tiens à remercier nos invités, George Landry, Edmond Harib et Stephen Cook. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. bientôt.